Puis-je vous demander de regagner vos places, s'il vous plaît? Voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette séance du 23 février. Je salue également, souhaite la bienvenue au public et aux internautes qui suivent nos travaux. La parole est à Monsieur le Directeur général pour le dépôt des dossiers. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur de déposer sur votre bureau les projets de résolution qui vous ont été communiqués via le portail du Conseil provincial. Merci, Monsieur le Directeur général. Sont excusés pour la séance de ce jour Philippe Bontemps et Véronique Balthazar. Y a-t-il d'autres excusés? Et Benoît Clausson, et arrivera avec retard notre gouverneur Olivier Schmitz. Alors, avant d'aborder les points de l'ordre du jour de notre Conseil, je donne la parole à Dominique Gillard pour une question à l'attention de Coralie Bonnet. Dominique, nous t'écoutons. Bonjour tout le monde, bonjour Président, merci. Alors, Madame la députée, chère Coralie, le monde agricole vit à nouveau une crise particulièrement aiguë. Cette crise touche également nos agricultrices et nos agriculteurs. Nous savons que la problématique est vaste et complexe. Les solutions se trouvent au niveau européen, fédéral et régional. Pourtant, nous disposons également de moyens d'action à notre niveau. La tenue, le 12 février passé, des États généraux des circuits courts organisés par notre province est un geste fort vers une partie de nos agriculteurs. C'est dans ce cadre que je voulais revenir sur deux projets portés par la province qui participent au soutien du développement des circuits courts, à savoir AgriNew et la mise à disposition d'une remorque frigo. Ce dernier projet nous a été présenté par Bernard Moinet, qui était alors député responsable de l'agriculture, lors de la commission du 9 février 2022. Il a à nouveau été évoqué un an plus tard, lors de la commission du 16 février 2023. Et la remorque a enfin été disponible pour nos agriculteurs à la foire de Libramont 23, soit fin juillet 2023. Après plus de 6 mois d'activité, peux-tu, Coralie, Madame la députée, nous faire un bilan sur la fréquence d'utilisation de la remorque frigo, le nombre d'utilisateurs de ce nouveau service, le bilan financier de l'activité? Pour AgriNew, l'aventure commence en juin 2018 avec un atelier de découpe de viande et un atelier de découpe de légumes. Ce dernier atelier est rapidement stoppé, vu en fait sa très faible utilisation. Le projet continue donc avec le seul atelier de découpe de la viande. Nous n'avons eu aucune nouvelle d'AgriNew lors de notre dernière session budgétaire, donc octobre de l'année passée, et rien non plus lors des conseils provinciaux de novembre et décembre 23, ainsi que lors du premier conseil de janvier 24. Peux-tu, Coralie, ici aussi nous faire un bilan de la situation d'AgriNew? Quelle est l'évolution de l'activité depuis le début en 2018 jusqu'à ce jour? Quel est le nombre de jours d'occupation de l'atelier par semaine depuis sa naissance? Le nombre d'agriculteurs ou autres qui utilisent l'atelier depuis son lancement? Peux-tu nous préciser le nombre d'équivalents temps plein affectés au projet et le rôle de chacun et de chacune? Peux-tu nous informer de la situation financière d'AgriNew? Qu'en est-il du remboursement du prêt d'un peu moins de 80 000 € auprès d'un organisme bancaire? Peux-tu nous rassurer quant à l'avenir de ce projet au niveau financier et opérationnel? Et évidemment, je te remercie déjà, Coralie, pour tes réponses à ces deux questions. Merci Dominique. Coralie.
Bonjour à chacune et à chacun. Merci, monsieur le conseiller, cher Dominique. Merci donc pour ta question qui vise en effet le soutien provincial aux agriculteurs et plus spécifiquement à leur activité de vente ou de transformation de leurs produits qui occupent plusieurs de nos services. Le service provincial agriculture, bien sûr, et ceux rendus par nos nombreux partenaires qui bénéficient d'un soutien provincial. Je pense évidemment au SPICVA, à Céréales, au CER, à Michan, Fourrage Mieux, la FJA notamment, et on y reviendra à l'occasion de ce conseil plus en détail. À ces services est venue s'ajouter en juillet 2023 la possibilité pour les agriculteurs et les producteurs de bénéficier à moindre frais d'une remorque frigo à température positive. La province de Luxembourg apporte ainsi une aide supplémentaire aux nombreux producteurs ayant choisi de diversifier leurs activités. La remorque frigo est mise à disposition exclusive des agriculteurs et des producteurs afin de leur permettre d'assurer le transport depuis leur production, depuis l'abattoir, le transport de leur production, depuis l'abattoir, l'atelier de découpe ou de préparation vers l'exploitation ou le magasin de la ferme. Cette remorque permet de transporter la production dans des conditions optimales, mais ne peut toutefois pas servir pour assurer une tournée de livraison dans les points de vente ou chez les particuliers. Une commune ou un CPAS qui souhaite effectuer un transport d'aliments dans le cadre d'une activité de banque alimentaire peut bien évidemment aussi faire appel à la remorque. La remorque est disponible au centre de Michan, à Bastogne, qui porte et assure le suivi complet de ce service. La mise en œuvre du projet par le centre de Michan, justement, aura nécessité un peu plus de 6 mois, entre la décision d'engagement du collège en décembre 2022, la commande de la remorque, sa livraison, les péripéties liées à la réception de la carte verte qui a permis un passage au contrôle technique en juin 2023. Ces délais, certes longs, ne sont en tout cas pas représentatifs de l'investissement et des démarches menées par le centre de Michan pour la rendre disponible le plus rapidement possible. Concernant la fréquence d'utilisation et le nombre d'utilisateurs, je peux t'informer qu'en 2023, il y a eu 5 prêts pour un total de 22 jours d'utilisation et qu'à ce jour, en 2024, 3 prêts pour un total de 16 jours d'utilisation. 4 utilisateurs différents ont bénéficié du service. Reconnaissons que si le démarrage s'est fait en douceur, le temps de faire connaître l'outil, il semble que ce début d'année permet de passer à la vitesse suivante, comme en témoignent quelques producteurs qui m'ont fait part récemment de leur intention de l'utiliser. Concernant le bilan financier de l'activité, le prix d'achat financé par la province est de 10 554 € et le centre de Michan prend à sa charge l'assurance, 231 €, la taxe, 90 et le contrôle technique, 70. Le centre de Michan demande 50 € par prêt pour la désinfection de l'outil entre chaque utilisation et une caution de 250 € est aussi requise. L'objectif de ce projet est et reste de rendre un service de proximité abordable exclusivement pour les agriculteurs et les producteurs. Je tiens aussi à compléter ma réponse en te précisant en quoi consiste sa mise en communication qui est permanente. Il y a eu la diffusion d'un communiqué de presse qui a permis une bonne couverture médiatique cet été. Sud Presse, l'Avenir, l'ADH, un reportage de TV Lux sur le terrain, pas seulement pour que nous puissions expliquer le projet, mais aussi avec l'utilisateur qui était en possession du véhicule cette semaine-là. La remorque était présente à la foire agricole de Libramont pendant les 4 jours. Il y a eu un mailing aux communes, aux ADL, aux parcs naturels, qui a permis une diffusion de l'information via leur canal, leurs canaux, même newsletters, réseaux sociaux, bulletins communaux. Et si des communes n'ont pas encore relayé, je vous invite évidemment, en tant qu'élus locaux, à pouvoir passer aussi le message localement. Un mailing aux services tant provinciaux qu'aux partenaires du territoire, je les ai cités tout à l'heure. J'y ajoute les comices, la Chambre provinciale d'agriculture, mais aussi la FOI, la FUGEA, le Sillon belge, dans les revues des différents partenaires. Ceci afin de diffuser au mieux l'information auprès des forces vives qui sont en contact direct avec les premiers concernés. Il y a eu une insertion dans la lettre paysanne FUGEA de septembre et décembre 2023, là en mode publicité, ainsi que dans la newsletter de la région wallonne qui est diffusée par mail tous les mois. L'information est également présente sur les canaux de communication de l'administration provinciale, dans le livret La province de Luxembourg et ses partenaires au service des agriculteurs, que vous avez également sur vos bancs cet après-midi. Je ne manque pas lors de chaque réunion de travail avec les comices, la Chambre, lors des AG des comices également, de leur rappeler le panel complet de notre soutien, dont fait partie la remorque. J'espère sur ce point avoir apporté les éléments souhaités. Alors venons-en à Grignoux, qui pour rappel consiste en des ateliers de transformation de la viande et des légumes basés à Marlois. La SBL à Grignoux est sous le giron du CER.
Celle-ci a reçu de la province divers soutiens lors de son lancement, qui sont au nombre de 2 en fait. Le premier est financier pour 40 000 € au niveau de l'acquisition du frigo carcasse, et le deuxième, parce qu'à l'époque la SBL était en attente du subside wallon de 270 000 €, a consisté en fait en une garantie provinciale à hauteur de 50 000 € sur un crédit de 64. Je ne sais pas si c'est à celui-là que tu fais référence quand tu parles de la ligne de crédit des 80 000 € dans ta question, mais c'est en tout cas celle qui est à ma connaissance, celle qui est portée à ma connaissance et dont la province a eu à s'occuper, mais qui est remboursée depuis le 31 mai 2023, vu que c'est des garanties tampons qui permettent d'attendre les subsides wallons. Il convient aussi de préciser, en dehors de ce soutien, que nous pourrions qualifier d'impulsion, que notre implication fut pour la suite limitée. Et le reste, la province n'est pas, comme dans de nombreuses autres structures ayant obtenu un soutien provincial, impliquée dans l'évolution de l'outil dans sa gestion quotidienne. Cher Dominique, les questions posées, certes légitimes, je vais y répondre, même si j'ai la certitude qu'au regard de ton implication en tant qu'administrateur du CER, ces infos ont par ailleurs été communiquées en CA où il y est annuellement fait le point sur les activités d'AgriNew, c'est l'information dont je dispose. Comme le montre le graphique que l'on m'a communiqué, et qui sera joint à ma réponse bien sûr, les activités de location ont commencé en juin 2019, pas 2018. Au niveau de l'atelier viande, l'activité a été importante en 2020-2021 et puis un gros client a quitté parce qu'il a créé sa propre activité. Donc ici, on voit qu'AgriNew a parfaitement rempli son rôle d'incubateur, de hall relais même. Depuis l'ouverture, les ateliers ont accueilli en tout 34 éleveurs différents, dont 5 ont aussi lancé leur propre atelier de découpe à la ferme. Actuellement, AgriNew comptabilise 23 clients plus ou moins actifs, de 1 fois par an à 1 fois par mois, ce qui représente 10 à 12 jours de location par mois pour l'atelier viande. En légumes, ils ont accueilli 2 producteurs, dont un a lancé sa propre marque de choucroute belge après avoir testé son activité chez AgriNew. Mais il y a d'autres utilisateurs de l'atelier légumes qui sont soit des traiteurs ou des porteurs de projets ou d'actions. Cela représente 2 jours de location par mois. Comme l'atelier légumes est actuellement sous-employé en tant que tel, plusieurs pistes sont en effet explorées pour mieux l'utiliser, la démarche principale étant une orientation traiteur qui peut comprendre alors du travail de préparation à base de viande. Les contacts sont en cours actuellement. En termes d'emplois affectés au projet, on recense les bouchers qui effectuent les transformations et les fabrications, qui eux sont indépendants et donc facturés en fonction de la demande aux utilisateurs. Il y a une personne à temps partiel pour le nettoyage et la désinfection et le soutien administratif est assuré à l'intérieur du CER. Concernant la situation financière, les comptes de 2023 présentent une légère perte d'exploitation de 2 000 €, de 2023 présentent une légère perte d'exploitation de 2 000 € sur un chiffre d'affaires de 105 000 €. Cependant, la perte courante est réduite de 66% par rapport à celle de 2022, ce qui représente donc une amélioration de la situation. Des mesures sont prises par le conseil d'administration pour maîtriser au mieux les coûts et offrir les meilleurs services. Et comme déjà évoqué, la recherche de nouveaux prospects est permanente. À noter que dans le cadre des états généraux des circuits courts, AgriNew s'est montré disposé et intéressé à étudier et à participer à toute réflexion et action qui en suivra, qui pourrait faire venir de nouveaux éleveurs dans les ateliers et ou y développer des activités complémentaires. Voilà, cher Dominique, les informations en notre possession. Merci Coralie. Dominique. Oui. Frigo, je suis plutôt content de ce que tu exprimes, en constatant que le départ a été quand même plutôt lent, mais voilà, ça peut se comprendre. Apparemment maintenant, on est plutôt, tu l'as dit, on passe à un stade supérieur et plus élevé, donc on peut s'en réjouir. Maintenant, c'est un projet qu'il faudra évidemment continuer à surveiller, et je sais que toi comme moi, comme Jacques et Philippe et d'autres au niveau de l'Assemblée, on continuera à être très attentif à l'évolution de ce dossier. J'ai oublié de rappeler qu'elle était aussi floquée entièrement avec les coordonnées pour pouvoir les louer et qu'on voyait que c'était une remorque de la province pour encore accentuer la communication sur le terrain quand elle est en déplacement. Et j'aurais pu le dire, et c'est à l'occasion de ton retour de réponse que j'y pense. Désolée, je t'interromps. Non, il n'y a pas de souci. Donc, ça, effectivement, c'est très bien, mais tout le monde l'avait vu, et c'est bien le but, c'est que tout le monde le voit. Alors, concernant AgriNew,
j'aimerais quand même rappeler à nouveau. Donc, en fait, cette question-ci, je voulais surtout la baser sur la remorque frigo. Et puis, il est vrai que je suis allé voir dans les archives. Et la dernière question que j'ai posée sur AgriNew, elle date de janvier 2019. Donc, début de cette législature-ci. Oui. Et clairement, au niveau du CA, du CER, on a très très peu d'informations. Et c'est un peu logique. Pourquoi est-ce logique? Parce que la majorité a décidé, fin 2018, début 2019, de réduire le nombre d'administrateurs provinciaux dans toute une série d'organismes, dont le CER. Donc, la législature précédente, nous avions 5 représentants du Conseil provincial. Et par le fait de la clé d'Ont, nous avions donc 2 CDH, 2 MR et 1 PS. Et lors du début de cette législature-ci, vous avez décidé, moi je ne m'en offusque pas, j'explique ce qui s'est passé. Donc vous avez décidé de réduire à 3. Et donc dans les 3 représentants, il y a bel et bien 2 représentants au début des engagés, mais au début des CDH devenus les engagés, et un représentant de chez nous. Et moi, je n'ai jamais été représentant au niveau d'AgriNew. Et les retours que j'en ai au conseil d'administration sont succincts et les dernières nouvelles que j'avais eues étaient plutôt très négatives. Donc ici, je trouvais normal aussi que notre Assemblée, par rapport à la tenue des États généraux sur les circuits courts qui a eu lieu le 12 février, par rapport aussi au fait que c'est bel et bien un outil qui me semble quand même pertinent et important pour justement le bon fonctionnement des circuits courts, c'est un maillon qui me semble quand même important dans la chaîne. C'était important aussi que l'ensemble des conseillers provinciaux sachent ce qu'il en était. Alors maintenant, au niveau des sources, de mes sources d'information, c'est très simple. C'est la réponse à ma question de janvier 2019. Et c'est bel et bien là que j'ai vu qu'il y avait une implication au niveau, c'est Bernard qui à l'époque me l'avait précisé. Donc une subvention donc sur le total d'investissement de 740 000 €. Bernard précisait que la région wallonne avait donné 622 395 €, la province 40 000 et le solde restant est un prêt réalisé auprès de Crédal. Voilà ma source d'information. Okay. Donc moi, je savais par l'intermédiaire des bribes d'informations que nous recevions au niveau du CER qu'apparemment il y avait un souci à rembourser le prêt au niveau de l'institution. Et je m'inquiétais simplement de savoir ce qu'il en était. Et tu me rassures, puisque tu me dis que ce prêt-là, apparemment, a été clôturé au mois de mai de l'année passée. Donc, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Et alors, ce qui est aussi très rassurant, c'est que de mémoire, effectivement, ça, tu as raison, nous avions, ça, du CA, du CER, régulièrement des informations sur les comptes d'AgriNew qui étaient négatifs et très négatifs et avec une évolution qui n'était vraiment pas rassurante. Et ici, tu m'informes, mais je ne le savais pas, je l'apprends aujourd'hui, que les comptes 2023 se soldent par un résultat négatif de 2 000 €. Et comme tu le dis très bien, ça je suis d'accord avec toi, par rapport à un chiffre d'affaires de 105 000 € et surtout par rapport à l'historique, on sera d'accord tous les deux pour dire que c'est plutôt une bonne nouvelle et on peut tous s'en réjouir. Alors ma question aussi, évidemment, je reviens sur les états généraux des circuits courts, mais ce genre de hall relais, on sait qu'un projet va être lancé sur Bastogne et on sait que, je vais répéter ce que j'ai dit, mais que c'est quand même bien un maillon important par rapport au développement des circuits courts. Et donc il était quand même important que sur les futurs projets, on puisse se nourrir de ce qui a été fait, notamment sur AgriNew, sur Marlois, et essayer justement d'en profiter pour, j'allais dire, ne pas refaire les mêmes erreurs, mais ce serait peut-être un petit peu présomptueux, exagéré de ma part, mais en tout cas, profiter de cette expérience-là pour que celle de Bastogne commence sur de meilleurs rails. Voilà, je vais être positif dans mon propos, en disant que, et ce n'est pas la première fois que je le dis, je trouve quand même regrettable qu'au niveau du projet de Bastogne, on ait une commune très proche de la mienne et très proche de Marche qui soit plutôt associée au pôle bastognard. Et inévitablement, moi j'ai l'impression que pour certaines communes, ça va faire doublon. Et ça, je pense que ce n'est jamais très bon. Quand on a des projets, on le voit ici,
qui, au niveau de leur fonctionnement et de leur pérennisation, ont déjà des difficultés à se maintenir. Il vaudrait mieux que nos agriculteurs ne puissent pas aller, je dirais, dans 2 sites différents et que ces sites soient en concurrence. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et je te remercie pour tes réponses. Merci Coralie. Non, mais c'est normal. Si c'est en janvier 2019 que tu avais posé la dernière fois la question, ici en tout cas, ça veut dire que c'était aussi avant la mise en exploitation et avant le démarrage. Donc voilà le point qu'on peut faire au début 2024. Je ne vais pas être très longue dans ma deuxième partie de réponse, mais simplement pour embrayer sur justement la journée du 12 février et ces états généraux des circuits courts auxquels je vous remercie, Jacques, toi, Élie et Karine, d'avoir participé, ainsi que Guirec et Eric aussi, notre ancien collègue, je crois que je n'oublie personne, à la richesse des échanges et de l'écoute par rapport aux acteurs du secteur. Le but, et vous l'avez vu avec les cartes qu'on a aussi, sur lesquelles on a travaillé pendant cette journée-là, c'est de pouvoir avancer non seulement sur un réseau des opérateurs de circuits courts par rapport aux initiatives qui se créent, mais aussi sur un cadastre de qui fait quoi et où. Alors, évidemment, dans le but de maximiser l'utilisation des choses, mais aussi d'éviter que des communes ou des opérateurs associatifs ou même du privé aient une idée d'une initiative, alors qu'en fait, il se passe peut-être, il est peut-être en train de se créer une initiative pas loin sur le territoire, mais qui n'est pas du ressort peut-être du même parc naturel ou de la même ADL, et que donc on ne sait pas ce qui se passe. Ça, c'est aussi, en termes d'utilisation des deniers publics, quelque chose qui me tient à cœur. Et donc, je pense qu'il y aura les 2 niveaux. Il y aura l'apprentissage de l'expérience projet par projet, et puis l'apprentissage du qui fait quoi pour que ce soit pertinent sur le territoire et que le maillage corresponde à ce dont les producteurs ont besoin. Et pour le hall de Bastogne, ou en tout cas le futur hall relais, là on est notamment sur la fonction laitière, et donc c'est aussi quelque chose qui n'entre pas en concurrence directe avec AgriNew, mais ça veut dire qu'il faut rester attentif à comment évolue le secteur, quels sont les besoins. On doit aussi avoir en tête la réouverture prochaine de l'abattoir, bien sûr, et de tout ce que ça va aussi entraîner au niveau du secteur. Mais ça fait partie des suites qui seront données rapidement aux discussions des États généraux et à l'éventuel soutien provincial qui pourra en découler une fois que le maillage est clair, que le cadastre est connu et que les enjeux sont partagés par tout le monde, les opérateurs des circuits courts et, je l'ai redit à la clôture de la journée, le monde agricole qui était représenté, mais qui doit pouvoir, dans un second temps, être concerté aussi pour être sûr que la direction qui est donnée au niveau des soutiens correspond finalement aux besoins des premiers concernés. C'est les producteurs de notre province, quelle que soit leur spécialité, leur filière, ou leur ampleur, ou leur localisation. Ça devra pouvoir, en tout cas, être un projet d'intérêt général. Voilà. Merci Coralie. Pour conclure, Dominique. Ça va aller très vite, donc remercier Coralie, dire que globalement je suis d'accord avec sa conclusion et lui demander si je peux disposer de la réponse, mais je suppose qu'elle sera sur le portail. Ah oui, alors dans la réponse, il y a plein de choses. Il y a les graphiques d'occupation d'AgriNew, il y a tout ce que tu veux sur les communiqués de presse de la remorque et les passages dans les médias. Et au niveau d'AgriNew, il y a les plaquettes de commercialisation, enfin toutes les présentations. Il y a un dossier en fait annexe à la réponse, mais que j'ai pas fait une version papier pour tout le monde, mais ce sera aussi sur le portail. Ça va ? Oui, c'est gentil, merci. Parfait, merci pour la question et la réponse apportée. Je procède à l'appel nominal par vote électronique. Merci. Avant d'aborder notre ordre du jour, je vous propose d'approuver le PV de notre dernière séance du 19 janvier. Y a-t-il des remarques sur ce procès-verbal ? Donc, en l'absence de remarques, on considère qu'il est approuvé à l'unanimité. Et on en vient au point de notre ordre du jour, modification budgétaire. Coralie. Merci, Monsieur le Président. Je bois un petit coup et je suis à vous. Bien mérité. Alors, pour la première modification budgétaire de l'année 2024, je vais simplement présenter les choses en 2 temps. La première
Le premier temps concerne le service extraordinaire, où il s'agit ici principalement de modifications techniques, de report et de réinscription de crédits non engagés en 2023 qui vont permettre l'attribution de marchés en 2024. Vous l'avez vu dans le détail de la présentation dans les documents. C'est le crédit pour le boni extraordinaire d'un peu plus de 7 millions d'euros dont il s'agit à travers des crédits de dépenses qui sont réinscrits et qui, eux, sont financés sur fonds propres. À l'intérieur des projets au niveau de l'extraordinaire, on retrouvera notamment les travaux sur les cours d'eau de 3e catégorie qui nous ont occupés en commission dernièrement, ainsi que l'application Citoyen Sauveteur, dont nous avons aussi parlé la semaine dernière en commission ici même. Le résultat de l'extraordinaire s'élève à 224 184 € pour cette modification budgétaire qui, à l'ordinaire également, contient des mouvements que je vais pouvoir résumer ici. Il s'agit bien sûr de l'actualisation, et c'est une tradition, des montants qui nous sont communiqués par la région wallonne pour la constitution de notre budget. Ils nous sont communiqués plusieurs fois par an, mais la dernière fois qu'ils nous ont été communiqués en 2023, nous étions déjà sur le point d'approuver notre budget en octobre, et donc c'est l'objet de la première modification ici pour un montant positif, donc une différence positive d'1 600 000 €, principalement des centimes additionnels au précompte ainsi que des compléments que la région wallonne verse dans le cadre du plan Marshall. Le fonds des provinces est aussi légèrement ajusté, mais seulement pour 50 000 €, toujours en positif. Dans les montants principaux à l'ordinaire par rapport aux modifications, on retrouve une rectification du montant des cotisations patronales pour l'enseignement pour 140 000 €, ainsi que des montants relatifs à des projets interreg et à l'accompagnement périnatal au pôle social, chaque fois pour des montants entre 150 et 200 000 €, mais là avec les recettes et les dépenses de part et d'autre. Enfin, toujours au niveau de l'ordinaire, le collège vous propose de pouvoir constituer des provisions à hauteur d'1 million € supplémentaires pour notre provision destinée à Vivalia et à pouvoir assumer notre contribution au budget de Vivalia, ainsi que à la lutte contre la pénurie des soignants que nous proposons d'augmenter de 500 000 € pour la porter à 1 million dans le cadre notamment de l'octroi de la prime infirmière, ce qui amène le résultat après modification budgétaire à 1 074 191 €. Nous avions approuvé un budget à l'initial à 1 134 970 €. Voilà. Merci Coralie. Y a-t-il des demandes de précision? Pas de demande de parole? Michel? Oui, Monsieur le Président, à la page 20, donc, on souscrit un emprunt pour soutenir les initiatives de lutte contre les métiers des professionnels de la santé en pénurie. L'intitulé est tellement long que je n'arrive même pas à lire moi-même. Donc, Stéphane, rappelle-moi un peu ces mesures que nous envisageons dans ce cadre-là. La page 20, oui. Donc tu l'as en recettes et en dépenses, hein, bien sûr. Pardon. Oui, donc ça c'est vraiment une réinscription, quoi. C'est vrai oui. Que chaque année on a ce montant qui est là. Il y a différentes mesures que l'on prend au niveau de l'ordinaire et d'autres que l'on prend au niveau de l'extraordinaire quand on doit faire des investissements. Ici, voilà, pour l'année 2023, il n'y en a pas eu, mais on reporte le montant dans l'expectative d'avoir évidemment des mesures à prendre. Oui, mais d'accord, mais tu ne réponds pas à ma question. Ma question est, quel type de mesures pourrait-on prendre dans ce poste-là, par exemple? Et donc, c'était les subsides qu'on avait fait notamment aux investissements différents, l'achat de matériel. Hein. Par exemple, on a fait notamment l'achat de matériel en e-santé. Par exemple, hein, donc c'est vraiment là vraiment de l'investissement que l'on fait afin d'aider justement le fait de lutter contre la pénurie du milieu médical et d'aider en tout cas les nouvelles technologies à s'implanter dans notre province. Et voilà, donc c'est des différents projets qu'on a fait, notamment dans les prisons. Hein, j'en avais parlé, le projet qu'on avait fait dans les prisons avec les lunettes connectées.
Donc ça, c'est un investissement pur que l'on fait et on est en train d'étudier évidemment les différentes possibilités qui existent de pouvoir investir dans de nouvelles technologies. Ça confirme un peu la question que je me posais. Je dois avouer que je ne comprends pas bien pourquoi, pour ce poste de 100 000 euros, on souscrit un emprunt, alors que dans le même temps, on met en provision, comme l'a indiqué Coralie, et c'est juste de faire des provisions. Mais pourquoi est-ce qu'ici, alors que c'est un poste, je dirais, qualifions-le d'assez léger dans notre budget, on réalise un emprunt? Ça, on sait qu'on fixe d'habitude des lignes par rapport au montant, soit de mettre un emprunt ou non. Ici, évidemment, comme on est sur un montant de 100 000 euros en soi, c'est normal qu'on passe par l'emprunt. Je crois qu'on a un montant maximum de 20 000 euros dans lequel on ne passe pas par l'emprunt. Ici, c'est dans l'expectative, évidemment, d'avoir des montants plus importants. C'est très bon, ça ne me convainc évidemment pas. Mais enfin, voilà. Je vais laisser Fabien. Oui. C'est un technique, mais les provisions, vous les réalisez sur l'exercice ordinaire uniquement, en vue de les rapatrier dans un futur proche, uniquement dans le service ordinaire. Vous ne pouvez pas aller de provision financer des dépenses extraordinaires. Maintenant, on se méprend sur ma question. C'est pas ça que je voulais faire. Ce que je voulais simplement indiquer, c'est qu'ici, plutôt que de mettre 1 million en provision, c'est une mesure sage, qui est toujours sage, on aurait pu mettre seulement 900 000 et financer, nous, sans emprunt, ce poste-là. D'autant plus qu'apparemment, il n'y a pas vraiment une exactitude quant aux dépenses. Donc, Bref. C'est une possibilité, oui. Voilà. Je vois que ça ne soulève pas l'enthousiasme dans le banc de la députation, mais voilà, c'est très bien. D'autres questions? Oui. Je voulais simplement demander au directeur financier si, quand bien même on vote la modification budgétaire telle qu'elle est votée aujourd'hui, ça l'empêche de prendre sur les crédits ordinaires pour financer ces 100 000 euros s'il devait le faire. Réponse technique. Oui. Il y a un mur entre le service ordinaire et extraordinaire. La seule possibilité, c'est de transférer effectivement des fonds qui sont dégagés à l'ordinaire vers l'extraordinaire. Oui, mais on en a quand même. On en a quand même Mais oui. qui sont financés par fonds propres à l'extraordinaire. Donc c'est peut-être aussi quelque chose qui glisse. Si ce n'est pas ce projet-là qui est financé, c'est un autre. Donc chaque année, effectivement, on finance par fonds propres, à concurrence d'un certain montant. Il faut pas oublier qu'au final, on va avoir sur des fonds propres encore un boni qui soit dégagé à l'exercice. Mais donc, est-ce qu'il y a une somme à l'extraordinaire qui permet, donc qui n'est pas dédicacée, si je puis dire, voilà, qui permet de financer ces 100 000 euros-là? On a des fonds de réserve extraordinaires, on parle de provision, c'est un fonds de réserve extraordinaire Oui. qui permet de financer et soutenir la politique d'investissement de l'extraordinaire, ce qui est le cas chaque année au budget. Voilà. Donc, il n'y a rien qui empêche demain de financer ces 100 000 euros-là par ces fonds-là. Une clarification ou une diminution du nombre de lignes dans les fonds de réserve extraordinaires dédiés notamment. Voilà, on sait qu'il y en a qui sont dédiés au secteur de la santé et qui pourraient peut-être permettre de manière élargie de tomber dans le fait de rencontrer cette proposition. On sait aussi qu'au fur et à mesure des projets, et Stéphane a répondu quel était le degré d'urgence de ces projets ou pas. Certains sont financés sur fonds propres et ne sont réellement empruntés que plus tard pour pouvoir reconstituer les éléments. Mais c'est quelque chose qu'on va examiner pour la prochaine modification budgétaire. Merci. D'autres questions? Oui, Michel. C'est juste pour me rafraîchir la mémoire. Donc à la page 28, vous avez achat terrain pour le service des cours d'eau.
je n'ai pas le même numéro de page. 30. C'est 30, ok. Oui. C'est inquiétant si vous n'avez pas la même pagination que moi, mais bon. Oui, c'est bien ça qui m'inquiète. Donc en fait, c'est... Oui, c'est... on a gardé... C'est un poste pour permettre les achats des emprises pour les projets ZIT, zone d'immersion temporaire. Ah oui, donc en voilà. fait, c'est un report de 2023 d'un montant de 339 000 pour les ZIT de Marche, Nassogne, Urandeux et d'Urbuy. C'est ça. Voilà. Parfait. Guirec. Oui, merci. À la page 7, il y avait une question en haut de la page 7 sur la commémoration. Il me semble, on en a peut-être bien parlé lors du budget. Il y a 30 000 € qui apparaissent maintenant. À quoi ça correspond? Oui, donc en fait, on avait inscrit, vous vous souvenez, au budget initial 2024, une enveloppe budgétaire pour un appel à projet dans le cadre des commémorations, donc pour l'année 2024. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des pôles majeurs, enfin reconnus comme majeurs en termes de commémoration, qui pourraient nous proposer également des dossiers avec des retombées assez fortes d'un point de vue, on va dire, touristique. Et donc, on a prévu on va dire, une manne supplémentaire pour ces pôles majeurs, de renommée majeure d'un point de vue tourisme de mémoire et commémoration pour l'année 2024. Et donc, ça fera l'objet de subsides classiques, on va dire, comme on le fait habituellement. Donc, en fait, il y aura 2 enveloppes dans le cadre des commémorations pour 2024. Ok, merci. D'autres demandes de parole? Donc, je rappelle également que l'avis de la Cour des comptes n'émettait aucune remarque. Donc, on peut passer au vote. Fermeture des votes. 19 oui et 15 non. Je vous remercie. Point suivant. Contrat de gestion à renouveler avec l'intercommunal Néo-Mancio pour les années 2024 à 2026. Coralie? Oui, on ne présente pas d'habitude, mais Non. il n'y a pas de modification. C'est une prolongation de 3 ans pour le contrat de gestion qui nous lie avec l'intercommunal. Évidemment, on en a parlé au moment du budget ainsi qu'au moment de l'Assemblée générale en décembre. Il s'agit de l'exploitation principalement du site de Neufchâteau, qui rencontre plus que le succès escompté dans les plans financiers. Merci Coralie. Des questions sur ce contrat de gestion? Dominique? Coralie, justement, je me souviens très bien que on a eu un échange lors de la session budgétaire et je me souviens qu'il y avait une intervention et je me souviens, mais peut-être que j'ai pas tout compris ou que ma mémoire me fait défaut, que l'intervention en fait était liée aussi au déficit justement du site de Neufchâteau. Et j'ai lu la convention. J'ai été évidemment voir, j'ai vu qu'il y avait une participation de 50 000 €, hein, donc voilà. Et cet aspect-là des choses, je ne le retrouve pas dans la convention. Mais je me répète, c'est peut-être moi qui ai mal compris ou c'est peut-être bien quelque part et que je ne l'ai pas lu. Et je me souviens qu'à l'époque, je t'avais indiqué que ce serait bien qu'on ait les comptes uniquement de Neufchâteau. Donc ça, tu me l'as dit au moment du budget 2023. Oui. Et donc, comme ils étaient disponibles à la session suivante, enfin, je me souviens que je te le donne dans une farde avec oui, le ça oui, détail, non, voilà. mais ma question ici porte sur le fait que dans la convention, Oui. je ne retrouve pas un article qui précise quel est le mode de financement, le subside que notre province octroie à Néo-Mancio. Et ça ne correspond pas à l'explication qui m'avait été donnée à l'époque. Parce qu'ici, c'est clair, on donne 50 000 €, putain de lane. Non. En fait, on n'a jamais donné 50 000 € à Néo-Mancio.
on a des contrats de gestion avec des entités avec lesquelles nous sommes liés pour différents critères. Soit il y a une subvention de plus de 50 000 €, soit il y a... Voilà, ça, je retombe sur mes pattes. Voilà. Mais alors, je dirais l'équation, la clé, la règle qui m'avait été expliquée à l'époque, moi, je ne la retrouve pas dans la Convention. Donc, il faudrait que je puisse te retrouver les montants pour lesquels on a valorisé... Et ça m'inquiète, Donc, ça. ce qui est convenu, c'est que tant que le compte, spécifiquement pour le centre de Neuchâtel, est déficitaire, la province intervient par rapport à la gestion des abords. Et c'est ça, la mise à disposition en nature, qui est valorisée à l'intérieur du contrat de gestion. D'accord. C'est ça, le deal de base avec l'intercommunal avec Néomancio. Néomancio. Et donc c'est pour ça que quand je te donne, enfin, on extrait les comptes Neuchâtel des comptes globalisés de Néomancio. Ouais. Tu vois les charges à 643, les produits à 625. Oui, ça c'est explique qui que pour explique l'année qu'on en doit toujours question, faire des abords. je te dis que l'intervention provinciale et donc la mise à disposition en nature est toujours d'actualité. Mais toi, tu me dis que tu ne retrouves pas ce mécanisme dans le nouveau texte. Non. Et quoi, il était dans le précédent Non, je ne sais pas, Oui. ça je ne sais pas. Mais dans celui-ci, en tout cas, le précédent, je reconnais que moi, je n'ai pas le souvenir d'avoir épluché. Ok, c'est ça. Cette fois-ci, j'ai vu mon intervention en octobre et Je j'ai comprends lu ta question. et je ne retrouve pas ça. Donc maintenant, c'est peut-être dans une annexe. Bernard va peut-être m'expliquer que c'est dans une annexe, mais j'aimerais comprendre où ça se trouve parce que je ne veux pas non plus donner mon blanc-seing. Et je voudrais en tout cas au minimum comprendre comment ça fonctionne Je laisse et Bernard que ce soit noter. écrit quelque part. Je laisse Bernard compléter mon propos. Oui, pour moi, c'est pas compliqué. Il suffit de regarder l'article 10. Donc, l'article 10 qui dit quoi? Chaque année, le Collège provincial établit le détail ainsi que les montants d'estimation des subventions accordées. Oui, c'est vrai. Oui. Et puis, on redescend un petit peu plus bas. Donc, les subventions numéraires. S'il y a des prestations pour le compte d'entretien des abords, etc., ça entre en ligne de compte. Les subventions en nature mises à disposition de locaux. Et les arrêtés d'octroi de l'exécutif provincial préciseront, le cas échéant, modalités de liquidation, etc. Donc, ça veut dire que s'il y a quelque chose, si les comptes de Néomancio redevenaient en négatif, au niveau donc, de la structure, et qu'en plus, ils nous demandent encore des prestations, tu peux avoir soit une recette de Néomancio à un moment donné, parce qu'il sera à l'équilibre et qu'on continue à travailler pour eux, et s'il y a du négatif, tout ça est déduit. Donc aujourd'hui, c'était ça le mécanisme qui fonctionnait. Mais il est précisé comme ça que c'est une subvention après résultat d'exploitation. Donc là, fixé, et ce n'est pas 50 000 €. On a 50 000 €. Pourquoi? Parce qu'on a un contrat de gestion. Oui, ça j'ai compris. C'est Donc pour ça. on est dans une règle où, à partir de 50 000 €, ça doit être présenté ici. Il y a une Voilà. convention, ça c'est, je dirais, la règle légale globale. Ouais. Et ce que tu expliques, c'est plutôt un gentleman agreement, quoi. Oui. C'est ça. Ce n'est pas. Lorsque les comptes sont établis, là, on voit qui a fait quoi pour compte de qui, et puis on c'est ça. s'en vient Et sur le- tant que c'est en dans- négatif, il y a une intervention, mais c'est pas spécifié clairement quelque part. Non. Et on a laissé les 50 000, le contrat de gestion, parce que ça pourrait être 51 000 €. Oui, tout à fait. Ça va, maintenant c'est plus clair. Et tu as le détail chiffré pour en tout cas l'année 22 dans ce qui était joint au budget 2024. Donc c'est l'analyse du contrat de gestion pour l'année précédente. Et ici, les services, quand ils analysent justement cette contrepartie, atteignent un montant de 68 856 € pour l'année 22. Donc ça, c'est dans la clôture de l'analyse des contrats de gestion qui se fait en 2023. Et donc voilà, tu as la fin de l'explication et ici, c'est le chiffre réel. Et alors, dernière question, raisonnablement, Bernard, c'est plutôt à Bernard que je pose la question. On peut s'attendre à ce qu'à un moment donné, ce soit effectivement qu'il y ait un bilan, je dirais, égalitaire, voire un petit peu positif, et donc qu'il n'y ait plus d'intervention du tout, ou en tout cas que l'intervention provinciale soit en contrepartie payée par Néomancio. Ça, c'est l'objectif. C'est l'objectif, c'est dans le plan financier, ça. Au départ, cette clause-là a été mise en place au départ, quand on a décidé de l'implantation de Neuchâtel. On partait Un peu dans l'inconnu. Oui, tout à fait. Là, on a dit, écoutez, si on n'arrive pas à un équilibre, on espère que la province ne nous laissera pas. Logique. Logique, oui. C'est un peu l'accord qu'on a pris à ce moment-là. C'est ça. Et un des demandes de Néomancio, c'était
pas d'argent et nous faire un marché pour... Oui, c'est ça. Je comprends le gentleman agreement, quoi. Ouais, d'accord, ça va. Oui, Merci. il y a un arrêté de subvention, hein, si tu veux en disposer, qui Non, dit non, mais la les subvention sera due explications jusqu'au sont claires. moment où le compte de résultat du site de Neuchâteau sera en équilibre à l'exercice. Ouais. Donc c'est dans l'arrêté de subvention, c'est pas dans le contrat de gestion. Oui, c'est ça, voilà. Et cet élément-là, nous ne l'avons pas comme info. Mais ça va, j'ai compris. Merci. Tout est plus clair, on peut passer au vote. Fermeture des votes, unanimité, je vous remercie. On passe au point suivant. Stéphane va nous présenter les modifications au règlement de travail du personnel non enseignant relatif au télétravail. Oui, voilà. Juste un peu en revenant en arrière, maintenant que j'ai mis un peu d'ordre dans mes notes, pardon, mais comme projet concret sur la question de Michel aussi par rapport aux mesures qui seraient sur le budget extraordinaire au niveau de la lutte contre les métiers en pénurie au niveau infirmier, médicaux notamment, c'est également la plateforme Interneo, dont j'ai déjà parlé, qui permet la gestion des stagiaires dans les hôpitaux. Et donc c'est un projet que l'on est en train de monter avec Vivalia et qui permettra justement de permettre une meilleure gestion de ces stagiaires. On sait que c'est un point important de pouvoir justement accueillir de la meilleure manière possible dans nos hôpitaux les stagiaires. Et donc c'est une plateforme qui permet de mieux gérer cet accueil. Voilà, donc c'est un des projets qui est visé par le montant qui est reporté en 2024. Sinon, Donc, par rapport au règlement... Monsieur le Président, hein, parce que moi je veux bien qu'on revienne en arrière, je n'ai pas de souci avec ça, mais évidemment, nous ne contestons pas l'importance des mesures pratiques qui pourraient être prises avec cet article budgétaire. Ce qui nous gêne, c'est la manière dont on va le financer, alors qu'il y a des provisions à l'extraordinaire, et j'aurais pu faire relever d'autres articles ainsi, et vous reparlez aussi du précompte immobilier, mais je ne vais pas allonger la sauce, Monsieur le Président. C'est parce qu'on m'ouvre la possibilité de réouvrir le débat. C'est pas bien de la part du député de revenir en arrière. Il doit montrer l'exemple. Si, c'est une précision par rapport à une question d'un conseiller, donc je pense que c'était nécessaire. Maintenant, par rapport au financement, on l'a dit. Je pense que tout le monde a répondu sur ses positions à ce niveau-là. Sinon, par rapport au télétravail, donc au règlement du télétravail, donc voilà, comme vous savez, il y a eu évidemment pendant la crise du Covid un télétravail un peu forcé qui a été mis en place, avec évidemment où il n'y avait pas spécialement de règles qui étaient mises en place, qui suivaient plutôt la vague de la pandémie. Et donc nous avions déjà voté juste avant justement cette pandémie la mise en place d'un télétravail pour les agents provinciaux, qui s'est mis en place à partir de juillet 2022. Et donc, après un an de fonctionnement, il était temps sans doute de faire un peu une analyse du fonctionnement de ce télétravail. Et donc, voilà, nous sommes tombés, en tout cas, sur une des premières mesures à faire pour améliorer, je pense, le télétravail. C'est le fait qu'on avait sans doute instauré parfois des règles un peu trop strictes au niveau du suivi, notamment par le fait que l'agent devait compléter un tableau de suivi des prestations, il devait indiquer ce qu'il allait faire, et puis après, il y avait tout un travail administratif qui était mis en place. Donc tout ça, je pense qu'on le sait, tout ça peut tomber maintenant et n'est plus nécessaire. Je pense que chacun a trouvé sa place et son fonctionnement quand il est en télétravail, avec une relation de confiance avec l'agent quand il travaille à la maison. Et donc, ce qu'on propose, c'est de retirer toutes ces mesures et cet article qui prend les mesures de suivi et de remplissage de documents administratifs par rapport au télétravail. Après, une réflexion globale, évidemment, va évoluer par rapport à celui-ci, mais je pense que tout le monde peut être pleinement satisfait, en tout cas, du fonctionnement et de la mise en place de ce système. Merci Stéphane. Dominique? Oui, je viens d'être titillé un peu par mon chef de groupe, parce que c'est vrai que c'est un petit peu un leitmotiv chez moi, donc évidemment que je suis content, je crois qu'on va dans la bonne direction. Il faut être conscient, et ce n'est pas du tout une nouveauté, ça date d'il y a facilement une dizaine d'années. Aujourd'hui, l'employé, celui qui réalise des tâches, on doit le juger non pas en fonction des 7h36 qu'il effectue par jour, tout ça c'est
C'est obsolète, ça. Hein. On doit le juger parce que, bon, on sait ce que ça a donné, ça. Hein. Il y en a qui s'amenaient le matin, ils pointaient 7h36, ils n'avaient quand même rempli aucune tâche, hein, mais ils étaient payés. Et donc, ce système-là, il est clairement obsolète. Ce qu'il faut, c'est donner des tâches aux gens précises, hein, et voir effectivement si elles sont remplies. Point, c'est tout. Voilà. Donc, ça va dans le bon sens. Et que ces tâches soient réalisées chez eux, ici, ou dans un bureau décentralisé, mais que l'employeur et ici la province, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Hein. L'important, c'est que la tâche soit réalisée, et bien réalisée. Et évidemment que là, alors, il faut un contrôle strict de la bonne réalisation de la tâche, avec des critères précis. Donc ça, voilà, moi je vous encourage à continuer dans ce sens-là, parce que, et ce n'est qu'un des éléments, hein, mais au niveau des jeunes, c'est ça qu'ils veulent. Hein. Et ils ont raison. Ils ont raison. C'est ça qui donne du sens aussi au travail et qui leur permet le matin, au lieu de se dire qu'ils vont aller pointer 7h36, ben non, ils y vont, ils se lèvent le matin et ils ont une tâche, un rôle à jouer dans la société. Et c'est ça qui est gratifiant et c'est comme ça qu'on les attirera. Alors, je voulais quand même faire une petite incise, Président, c'est pour ça que j'avais poussé sur le micro avant. Par rapport, je reviens moi aussi sur la modification budgétaire et je fais une demande, Stéphane, pour le futur, donc ce n'est pas du tout urgent, voir si tu pourrais nous refaire un peu dans la logique de ce que Coralie nous a proposé pour Agrinew et par la remorque frigo, mais on comprendra que c'est quand même ici un sujet quand même beaucoup plus important, c'est nous refaire un bilan sur la fameuse prime pour l'engagement de nos infirmières et de nos infirmiers, avec l'évolution, les sites où elles sont bel et bien employées. Tout ça avait été superbement bien fait l'année passée à une commission de mémoire, oui. Et je crois que ça mériterait vraiment d'être remis à jour. Donc je ne vais pas en faire une question, mais voilà, je sais que je peux compter sur toi pour oui, pas de problème. On ait l'info par prochain conseil, oui. Voilà, ouais. Ça va. Merci Stéphane. Pas de souci. Je pense, Dominique, on est pleinement d'accord hein, par rapport à l'évolution d'un fonctionnement d'une administration. Je crois qu'on l'a vécu nous-mêmes à l'intérieur, où je pense qu'il y a quelques années d'avance, sans doute par rapport au fonctionnement. Et donc, soyons clairs, moi je me bats depuis le début pour avoir une évaluation qui est basée sur des objectifs, évidemment. Parce que la grille d'évaluation actuellement, je trouve, qui est pratiquée au sein de l'institution provinciale, ne reflète pas justement assez cette évolution de ce qu'on demande d'une personne. Et alors, pour te rejoindre, et d'ailleurs ce que je plaide depuis le début, c'est que j'ai demandé au SPRH, donc au service des ressources humaines, de travailler sur le fait de travailler sur un règlement sur le non-pointage. Et donc voilà, qu'on arrête justement, c'est pas le temps qu'on calcule, qu'on est là, qui compte, c'est évidemment les objectifs, et donc on rentre pleinement dans cette réalité-là, et donc on espère voilà, évoluer par rapport à ça. Donc j'ai demandé clairement au service des ressources humaines de travailler sur un règlement sur le non-pointage. S'il n'y a pas d'autres demandes de parole, on peut passer au vote. Encore des distraits. Voilà, fermeture des votes, unanimité, je vous remercie. Point suivant donc, concerne la possibilité d'octroyer des titres repas au personnel provincial qui relève du statut pécuniaire du personnel non enseignant. Stéphane, toujours. Oui, donc c'est un point évidemment important qui avait été décidé lors du vote du budget 2024, c'est l'octroi de chèques repas ou titres repas, comme on dit, au personnel provincial. Et donc ici, on doit faire un règlement évidemment pour l'application de celui-ci. Donc pour prendre les règles principales qui sont en vigueur par rapport à ce chèque repas, donc il sera de 5,60, donc c'est 1,09 à charge du travailleur et 4,51 à charge de l'employeur. Donc on sait que c'est appliqué de manière linéaire à tous les agents. Il s'applique à évidemment, certains agents n'y sont pas soumis vu qu'ils sont sous d'autres règles, notamment les députés, les agents qui bénéficient d'une indemnité forfaitaire de frais de séjour, les agents subventionnés ou non subventionnés qui relèvent des dispositions pécuniaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les collaborateurs extérieurs ou le personnel qui est payé à l'heure. Donc le calcul du chèque repas sera fait suivant
un calcul de 7h36 prestées. Donc on calculera sur le mois le nombre d'heures prestées, on fera une division avec un arrondi à l'unité supérieure. Évidemment, un titre repas ne sera pas octroyé lors des jours fériés, jours de repos compensatoire, de jours de maladie ou jours de vacances, évidemment, ou toute autre dispense de service, excepté pour, et cela a été sollicité lors de la discussion avec des instances syndicales, donc sauf les dispenses et congés syndicaux, puisque c'est considéré comme, évidemment comme du temps de travail. Donc voilà, un peu les règles principales qui sont soumises dans ce règlement, qui ont reçu l'accord des syndicats. Merci Stéphane. Des demandes de précision? Michel? Bien sûr, Monsieur le Président, nous soutiendrons ce règlement qui a fait l'objet d'une discussion lors de notre séance budgétaire, mais qui avait déjà été annoncé comme une mesure prise par nos députés largement avant notre vue sur le budget. Voilà, je tenais à rappeler que ça nous avait profondément irrités. Une proposition, c'était. Merci Michel. Francis? Oui, moi je voudrais revenir sur finalement une demande qui était celle des organisations syndicales, c'était que le chèque repas soit octroyé normalement quand les agents sont en mission syndicale. Je vais prendre un exemple. Un agent provincial fait partie d'un comité de sécurité et d'hygiène. Il doit aller faire des visites de lieux de travail. Auparavant, le chèque repas n'était pas accordé. Donc actuellement, il y sera et je trouve que ce n'est qu'une bonne mesure qui a été prise. Voilà. Merci Francis. On peut passer au vote sur la proposition. Alors, fermeture des votes, nous avons 34 oui. Tu n'aimes pas les syndicats, Nick, ou quoi? C'est bien. Continuons au statut administratif. On vous propose d'apporter une modification au statut administratif du personnel non enseignant. Marie-Ève. Oui. Okay, voilà. Donc, comme vous le savez, notre inspecteur général, M. Marchandise, prendra sa pension. Donc, prenons, vous le savez, il pilote le pôle technique. Il prendra sa pension en juin 2024. Et donc, ce qui est proposé, comme vous le savez, donc, il occupe le poste d'inspecteur général. Et ce qui est proposé, c'est que le poste d'inspecteur général soit mis en extinction, mais qu'en contrepartie, on puisse créer donc le poste de directeur en chef A7 spécifique. Alors, on en a parlé longuement donc avec Monsieur Marchandise, et voici ce qui est proposé donc en concertation avec lui, c'est que on puisse proposer de modifier l'accès à ce grade en le rendant accessible uniquement aux ingénieurs civils. Alors pourquoi ? Parce que au-delà, premièrement, du fait que voilà, donc ce soit le diplôme de l'inspecteur général et du responsable du pôle actuellement, Monsieur Marchandise, et que ça a fait ses preuves jusqu'à présent, les diplômes d'ingénieur civil, en fait, offrent certes des compétences, on va dire, très pointues, d'experts dans des matières bien spécifiques, mais surtout, elles ont vraiment un spectre très large au niveau des matières concernées. On peut dire que ce sont vraiment des formations beaucoup plus généralistes. Et c'est vrai que voilà, les formations d'ingénieurs civils couvrent vraiment une vision, on va dire, panoramique de l'ensemble des métiers, des services du pôle. Et donc ça, c'est important parce que vous le savez, on a des services qui traitent des matières de stabilité, de gestion de chantier, d'infrastructure, de patrimoine, de mécanique, d'informatique, d'environnement. Et en fait, on attend vraiment du dirigeant du pôle technique des connaissances, on va dire, à 360 degrés, des connaissances généralistes et, comme je l'ai dit, donc une solide formation multidisciplinaire, parce que l'enjeu, c'est bien évidemment d'assurer le fonctionnement optimal du pôle, mais aussi de pouvoir appréhender les besoins de la province et des communes, de pouvoir intégrer les nouvelles technologies, de pouvoir rapidement manager des projets d'ampleur, de s'investir rapidement dans des nouvelles compétences. Donc voilà, c'est vraiment de
pouvoir s'adapter vite à des nouvelles missions, pouvoir éventuellement se réorganiser en interne en conséquence, et on demande vraiment, on va dire, beaucoup de souplesse à cet égard. Donc voilà, pouvoir toujours surtout faire évoluer le pôle pour tenir compte des besoins des communes et donc de la société également, avec toutes les dimensions environnementales et écologiques. Et donc ce qui est proposé donc ici, c'est de pouvoir modifier l'annexe du statut administratif en ce sens. Merci Marie-Ève. Y a-t-il des questions? Claudia. Oui, merci. Moi, j'aurais voulu savoir, j'ai lu que les syndicats n'avaient pas donné leur accord et j'aurais voulu savoir pourquoi les syndicats n'ont pas donné leurs accords et pourquoi vous ne les avez pas suivis. Mais donc, les syndicats estimaient que c'était contraire à la RGB. Donc, concrètement, il faut savoir que la RGB, c'est quand même une circulaire qui date de plus de 20 ans. Et il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une liberté et une autonomie par rapport au pouvoir public de pouvoir, on va dire, amender ces conditions selon nos propres spécificités. Donc, il faut savoir qu'il n'y a absolument rien, on va dire, d'anormal à ce qui est proposé, et preuve en est qu'avant de proposer ça, on a sollicité l'accord, enfin en tout cas l'avis de la tutelle par rapport à ce qui est proposé, et la tutelle en tout cas n'a vu vraiment aucune objection juridique par rapport à ce qui est proposé. Merci Dominique. Merci Président. Écoute Marie-Ève, moi j'ai lu ça aussi avec attention et je suis franchement dubitatif. Alors, je comprends l'argumentaire et je peux en partie l'accepter, mais je crois qu'aujourd'hui, aller se limiter à un diplôme, qui est un diplôme qui est effectivement indiscutable et qui est parfait pour la fonction, hein, donc il n'y a pas de discussion à avoir à ce niveau-là. Je pense qu'au niveau de la gestion de la province, de la gestion de ce secteur-là, qui est, tu l'as dit, est un secteur vraiment, un service très très important pour la province, mais aussi pour nos communes, je crois que ce serait une erreur. Je crois que ce serait une erreur, et j'y vois deux arguments. Le premier, c'est qu'il y a, à mon sens, d'autres diplômes, et je pense notamment aux bio-ingénieurs, avec une panoplie de diversification au niveau des masters, qui fait que certains masters en bio-ingénieurs pourraient très bien convenir pour un poste de ce type-là. Et deuxièmement, c'est le fait aussi que des ingénieurs civils sur le marché, c'est clairement une profession en pénurie, c'est un diplôme en pénurie. Et donc ma crainte, c'est en restreignant l'accès à un seul diplôme, c'est que d'une part, on rate une opportunité d'un bio-ingénieur qui ait les capacités identiques qu'un ingénieur civil de remplir le rôle, et surtout qu'on se retrouve avec une absence de candidats. Et donc, moi, personnellement, je veux bien, j'accepterai de voter positivement cette modification, mais j'aimerais bien alors que vous ajoutiez le diplôme de bio-ingénieur, qui me semble vraiment un diplôme opportun pour ce type de fonction. Merci Dominique. Moi, en tout cas, je maintiens en tout cas ma position qu'il faut vraiment une formation multidisciplinaire solide, et à mon sens, le diplôme d'ingénieur civil couvre l'ensemble des directions et des métiers du pôle technique. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, une personne qui va devoir diriger le pôle informatique doit avoir des connaissances en informatique. Une personne qui va diriger le pôle patrimoine doit avoir des connaissances en patrimoine. Le pôle cours d'eau doit avoir des matières au niveau cours d'eau, et idem en matière énergétique. Et le diplôme d'ingénieur civil, lui, couvre l'ensemble des thématiques pour pouvoir être vraiment opérationnel dès le début. Et ça, c'est le plus important. Et pour en avoir, comme on l'a dit, discuté longuement avec M. Marchandise,
le diplôme d'ingénieur civil est, à notre sens, le seul qui couvre l'ensemble, le spectre à 360 degrés des métiers de la province. Alors, j'ai vraiment un profond respect, et ça je tiens à le dire ici, pour les ingénieurs, que ce soit ingénieurs industriels, ingénieurs bio-ingénieurs, ingénieurs agronomes, qui travaillent vraiment de manière de haute qualité, qui connaissent vraiment leur matière avec une grande expertise, qui sont dans le travail de terrain, qui sont pragmatiques et qui sont pratiques. Et donc, voilà, ça ne présage en rien, en tout cas, un manque de reconnaissance par rapport à ces diplômes. Si je peux me permettre, Président ? La dernière. Oui, là-bas. Merci, Président. Donc, tu ne me convaincs pas. Donc, moi, je n'exclus pas les ingénieurs civils. Je demande simplement à ce qu'on ajoute une autre possibilité. Et par rapport à ce que tu as indiqué, à ce que tu as expliqué, pour moi, les bio-ingénieurs, justement, rentrent aussi exactement dans cette polyvalence à 360 degrés. Donc, moi, en tout cas, je le dis clairement, en fonction de ta réponse, et puisque j'ai bien compris que tu ne changerais pas d'avis, et je trouve que c'est dommage, eh bien, je m'abstiendrai. Voilà. Mais, de toute façon, on va lancer la procédure, et si jamais on rencontre personne, on pourra à nouveau revenir ici avec une modification. Allez, Guirec. Oui, merci. Moi, j'étais assez d'accord avec les arguments de Dominique, mais je ne suis pas d'accord avec l'idée de restreindre à bio-ingénieur. J'aurais dit ingénieur civil ou équivalent par l'expérience, comme on dit aujourd'hui. Ça peut ouvrir pas mal de possibilités. Je ne crois pas qu'un ingénieur civil soit compétent dans tous les domaines non plus. Et éventuellement, ça passe dans les études très rapidement des cours d'eau, mais quand on est constructeur, on n'est pas spécialiste en cours d'eau ou d'autres choses, ou en patrimoine. Donc, c'est plus une préparation et une expérience aussi. Vincent. Oui, donc je pense que Marie-Ève a raison sur le plan théorique. Hein. L'idéal, c'est effectivement, si on se place dans un idéal, il n'y a pas de problème, c'est un ingénieur civil, point à la ligne. Mais malheureusement, on n'est pas dans un monde idéal et je crois effectivement que c'est un métier qui est en pénurie et qu'il faut y associer dans la réflexion non seulement M. Marchandise qui a la connaissance de tout ce qui a en besoin, ça c'est vrai, mais je n'ai pas entendu qu'on avait demandé l'avis à la RH pour qu'il y ait une étude de savoir s'il y avait matière et si c'était susceptible de susciter des candidatures. Et donc, mais peut-être que ça a été fait, hein, mais moi je ne me baserai pas pour fixer des conditions de recrutement uniquement sur ce qu'on a besoin idéalement, mais aussi la réalité du marché du travail. Et donc quand on me dit ça a été discuté avec M. Marchandise, ça c'est indiscutable, oui. Je suis d'accord. Mais il faut confronter cette réalité-là, ça à la réalité. Et je crains effectivement qu'il n'ait raison de dire que ça peut nous faire passer à côté de quelqu'un, d'autant plus que dans cette fonction-là, il y a aussi, je pense, des qualités de management qu'il faut avoir et donc une certaine expérience parfois de management. Oui. Alors on peut avoir un très bon ingénieur mais qui n'a aucune expérience en matière de management et vous allez trouver un architecte qui a dirigé un bureau important et qui n'est pas ingénieur mais qui était architecte et donc moi j'ajoute les architectes aux bio-ingénieurs et aux autres donc ça complique peut-être encore un peu mais je voudrais m'assurer qu'il y a eu en tout cas une discussion quand même aussi avec le pôle gestion des ressources humaines. Oui, bien sûr. Et dans l'institution, il y a des personnes qui sont dans les conditions et qui pourront postuler. Ça, c'est une première chose. Et par rapport à ta mention par rapport à l'aspect management, je suis convaincue également qu'il faudra en fonction comment dire, des capacités de la personne, imposer qu'il y ait des formations en matière de management de manière parallèle pour s'assurer qu'effectivement un diplôme n'est pas tout et sur le terrain c'est quelque chose d'important aussi. Merci. Donc on reste sur la proposition du collège pour le vote. On vote.
Fermeture des votes, 19 oui, une abstention et 14 non. Je vous remercie. Alors, nous arrivons à une proposition de motion de soutien au monde agricole, aux agricultrices et autres agriculteurs, secteur en difficulté actuellement et que l'on souhaite soutenir. Vous avez une proposition de motion fruit d'une participation de chaque groupe politique, je pense, et je laisse la parole à Coralie pour la synthèse. Merci, Monsieur le Président. Oui, en effet, nous sommes ici bientôt à la fin du mois de février et ça fait quelques semaines que les personnes qui connaissaient peut-être de loin la situation des agriculteurs et des agricultrices et de toute la chaîne de production et qui s'inquiètent de notre souveraineté alimentaire, ces personnes peuvent alerter sur la situation qu'elles vivent. Nous arrivons ici devant le Conseil provincial avec un texte qui est important, qui est le fruit d'une collaboration que je tiens à saluer et pour laquelle je veux vraiment remercier l'apport des différents groupes à l'intérieur du travail qui a été mené. Mais je vais profiter de l'occasion qui est donnée ici pour commencer par rappeler l'importance de ce secteur stratégique pour la province de Luxembourg. L'agriculture en province de Luxembourg, c'est 2341 fermes, c'est 4500 emplois minimum, c'est aussi un tiers de notre territoire, la surface agricole. En termes de valeur économique, c'est plus de 430 millions d'euros. On est aussi sur des quantités au niveau simplement animal de 300 000 bovins, 1 300 000 volailles. Ce sont des chiffres qui donnent une idée de l'importance du secteur pour l'économie, pour le secteur primaire en province de Luxembourg. Et c'est quelque chose dont la province de Luxembourg est très consciente depuis longtemps. Vous le savez, notre institution a connu une mutation ces dernières années, mais ça n'empêche, le secteur de l'agriculture a été confirmé comme étant prioritaire pour notre institution. Et j'en veux pour preuve les plus de 30 personnes qui sont affectées à des missions, soit en service direct, soit en étant détachées chez des partenaires, et les près de 4,5 millions d'euros qu'on le consacre annuellement au secteur, justement pour pouvoir soutenir, soit de manière directe, soit de manière indirecte, les producteurs, les productrices de notre territoire, ainsi que leur activité en diversification, notamment, on en a parlé à l'occasion de la question au début de ce conseil. Alors bien sûr, quand on pense aux services directs que rend la province, on pense à ce qui occupe beaucoup l'actualité, les services du SPICVA qui sont rendus au quotidien à travers tout le territoire à plus d'un quart des fermes qui nous font confiance, que ce soit les aides à l'installation, les aides à l'investissement, les reprises, les transmissions, et on sait combien c'est stratégique. Aussi les déclarations de superficie, on sait qu'il y a un enjeu derrière tout ce qui est déclaration PAC, notamment en termes d'obtention des aides dans la foulée. Tous les conseillers aussi en alimentation, énergie, bâtiments d'élevage, fertilisation, c'est important qu'ils puissent toujours être au rendez-vous des bons conseils pour les agriculteurs, parce que ça veut dire aussi que ce sont des conseils indépendants. Souvent, celui ou celle qui conseille l'agriculteur, c'est celui ou celle qui vend les aliments ou les fertilisants, et nous on pense que pouvoir aussi amener ce conseil indépendant pour permettre aux agriculteurs d'équilibrer leur budget, et c'est ce qui nous guide, de pouvoir aussi toujours augmenter le salaire poche si possible, malgré les charges qui augmentent et malgré parfois les difficultés qui s'additionnent. Ça doit faire partie vraiment de l'ADN des services. Il y a d'autres éléments comme le service de l'accueil social à la ferme avec nos 2 agents qui ont déjà un succès important par rapport aux plus de 47 accueils qui ont été réalisés au niveau de l'agriculture sociale et qui font le lien avec des personnes en difficulté. Et puis bien sûr tous les agents qui sont affectés au conseil des agriculteurs qui décident de se diversifier, qui décident d'aller vers la filière des circuits courts pour pouvoir mettre en valeur leurs produits. Vous savez, les concours qu'on organise, vous savez que Terroir Luxe fait l'objet d'une refonte complète en ce début d'année, et on pourra communiquer vers le grand public dans les prochains jours et les prochaines semaines par rapport à cet outil qui est maintenant remis au goût du jour et qui va permettre aussi que le consommateur qui revient vers les agriculteurs
après l'avoir peut-être un peu, les avoir peut-être un peu délaissés après la crise sanitaire, permettre de trouver tout ce qu'il lui faut pour son panier de courses à travers le territoire. Ça, c'est au niveau des services directs, bien sûr. Ça n'empêche qu'on continue aussi à soutenir les autres opérateurs du territoire qui conseillent, qui orientent et qui donnent leurs services professionnels aux agriculteurs de la province de Luxembourg. On cite évidemment le centre de Michan, le laboratoire qui est un partenariat historique avec l'UCL que l'on ne présente plus, mais qui est aussi au rendez-vous des défis de demain, notamment par rapport aux magnifiques projets qu'on a avec eux pour les 22 agriculteurs du territoire qui se sont lancés dans des projets en agroécologie et qui vont pouvoir aussi montrer que les agriculteurs sont pleinement dans la transition et que certains bons exemples vont pouvoir être demain suivis par d'autres. Fourrage mieux également pour les conseils, on en a parlé en commission par rapport aux alternatives au plastique d'enrubanage notamment, le CER dont on a parlé à l'occasion de la question sur AgriNew, mais bien sûr au-delà d'AgriNew, toute la recherche en agrodéveloppement, que ce soit par rapport aux alternatives aux produits phyto ou par rapport aux alternatives aux antibiotiques. On soutient également la FJA qui fait parler d'elle pour le moment en fonction de l'actualité. C'est pour pouvoir permettre aux jeunes agriculteurs du territoire de passer leur permis tracteur, là que la province les soutient financièrement. Les services de remplacement aussi qui permettent, grâce à des ouvriers agricoles, de pouvoir donner des coups de main ponctuels en ferme lors d'absence ou lors de maladie. Et ça fait vraiment partie de l'ADN des services provinciaux qui sont reconnus sur le territoire, mais qui continuent à travers la brochure et à travers toutes les initiatives dont j'ai parlé, à devoir aussi promotionner les services. Et nous rencontrons aussi régulièrement les comices et la chambre provinciale pour être sûr que le dispositif que la province offre continue à remplir les attentes du secteur. Cela étant dit, c'était important à l'occasion de cette motion de pouvoir relever les différents aspects qui font l'actualité pour le moment, mais surtout l'actualité depuis un petit temps des agriculteurs et leurs difficultés au quotidien. On pense aux charges administratives, à la complexité, on pense évidemment à l'accès à la terre, on pense aux différentes crises qui les touchent, que ce soit climatique, sanitaire, environnementale, énergétique également, évidemment, ce sont les agriculteurs qui sont les premiers impactés. Et c'est pourquoi le premier engagement que la motion rappelle, c'est évidemment l'action provinciale. J'ai fait la liste de ce qui existait, mais aujourd'hui, nous souhaitons réaffirmer avec force et si possible, tous ensemble, que cette action va être amplifiée, déployée et encore renforcée sur le territoire, que ce soit à travers la promotion et la visibilité des producteurs locaux. J'ai parlé de Terroir Luxe qui devra et qui sera évidemment accompagné de nouvelles campagnes de sensibilisation vers le consommateur individuel. On pense aux familles, aux consommateurs particuliers, aux touristes également qui est présent sur notre territoire et est en recherche d'une expérience gastronomique de terroir, mais aussi aux cantines de collectivité. C'est un autre type de public. On en a beaucoup parlé à la journée des États généraux. Il faut pouvoir approcher ces deux publics de manière adaptée et différente. Mais le soutien à la consommation locale à travers les cantines de collectivité ou les maisons de repos, on ne pense pas uniquement aux cantines scolaires, aussi les maisons de repos et les hôpitaux doivent faire l'objet d'une intensification dans les prochaines années. On pense aussi bien sûr au développement de la cohésion sociale dans les villages et aux endroits où se situent parfois les frictions entre le monde rural et les préoccupations des habitants. Ce sera important aussi pour nous de continuer dans la foulée de ce que Bernard avait mené aussi avec les bourgmestres de la province à sensibiliser aux différentes réalités des mondes de chacun. Grâce à une aide à l'innovation précédemment enclenchée par la province, il a été question de pouvoir soutenir le secteur agricole dans des pratiques innovantes et durables. J'ai parlé pour le moment aussi du projet Terrae qui est en cours avec le centre de Michan. C'est important pour la province de pouvoir continuer à être au rendez-vous aux côtés des agriculteurs qui sont au rendez-vous des initiatives innovantes et ce sera le cas.
Bien sûr, tout ça dans un contexte qui continue à être chargé sur le plan administratif et sur le plan des défis que les agriculteurs doivent rencontrer. Et donc, les services qui sont en place au niveau administratif seront aussi, d'ailleurs, dans les tout prochains jours, renforcés, notamment pour la question des permis d'environnement qui devient cruciale en cette année 2024 parce qu'énormément de permis d'environnement qui ont été octroyés il y a 20 ans arrivent à échéance et doivent être renouvelés. Il faudra pouvoir donner un coup d'accélérateur à ce niveau-là et on sera aussi au rendez-vous administratif du Conseil et du développement des services. Ceci étant dit, c'est important pour le Conseil provincial de pouvoir, vis-à-vis des autres niveaux de pouvoir qui ont des responsabilités, elles, normatives, ce que la province n'a pas, et réglementaires par rapport au secteur de l'agriculture, de pouvoir attirer l'attention sur ce que je suis sûre vous constatez au quotidien dans vos contacts avec les agriculteurs qui sont proches de vous et que vous rencontrez à l'occasion des manifestations également. Et donc la province de Luxembourg souhaite appeler avec force les gouvernements, singulièrement fédéral et wallon, à poursuivre, non pas à enclencher, parce qu'on se réjouit évidemment qu'elles aient été enclenchées, mais les négociations avec l'ensemble du secteur de la grande distribution pour que cette notion de prix juste pour le producteur puisse enfin être rencontrée, bien sûr, sans faire porter ce nouveau prix juste pour les agriculteurs aux consommateurs. Deuxième élément, nous appelons aussi avec force les autorités belges et singulièrement européennes à stopper l'importation de produits qui ne respectent pas les propres normes que nous imposons nous-mêmes aux agriculteurs sur le territoire, à mettre en place aussi une politique efficace pour pouvoir rendre les terres agricoles accessibles de manière générale et singulièrement pour les jeunes agriculteurs. On a parlé de simplification administrative et les derniers jours ont montré que effectivement des pas significatifs allaient dans ce sens. C'est évidemment à tous les niveaux de pouvoir et pas uniquement sur base de ce que la Wallonie a engrangé les derniers jours, qu'il faut pouvoir continuer à travailler pour que, bien sûr, les exigences environnementales et réglementaires soient rencontrées, mais que ce soit en fonction des réalités du terrain, en fonction aussi des réalités du métier d'agriculteur et pas uniquement en fonction des réalités du calendrier. Alors, un avant-dernier aspect, c'est celui de la communication, bien sûr. Communiquer positivement sur un secteur aussi stratégique que l'agriculture, nous pensons que c'est aussi primordial pour pouvoir embrayer aussi vers un climat plus serein entre les préoccupations des uns et des autres et éviter de faire porter au secteur agricole la responsabilité de tous les maux. C'est un enjeu évidemment important pour le secteur, c'est un enjeu aussi important globalement pour la ruralité et on sait que notre province est particulièrement sensible à cet aspect. Et c'est depuis notre province que nous espérons aussi que plus tard, et c'est sans doute la mesure qui peut potentiellement prendre le plus de temps, quoique parfois quand des décisions sont urgentes et qu'il faut les prendre, même au niveau européen, on peut, si les critères de la politique agricole commune étaient revus pour coller plus à la réalité des structures familiales et durables qui font évidemment la réalité de la province de Luxembourg, mais plus globalement de la Wallonie, ce serait évidemment beaucoup plus favorable et ça permettrait de soutenir ceux qui en ont le plus besoin. Voilà, merci à tous, en tout cas pour les contributions, la participation et je m'arrête là pour le moment. Merci Coralie pour ta présentation. Donc, je rappelle que vous avez dans la phare de la proposition définitive du projet de motion. Francis. Ben voilà, merci. Tout d'abord, merci au collège d'avoir pris cette initiative qui vient en tous les cas bien à point. Étant donné le malaise qui règne au sein de nos agriculteurs, et toutes les actions qui ont été menées par les diverses organisations syndicales qui les représentent, comme tu l'as dit, depuis quelques semaines. Donc, tu l'as souligné aussi, le consensus qu'il y avait au niveau des différents groupes provinciaux concernant cette motion. Alors, je vais reprendre très très brièvement quelques points principaux de cette motion. Tu as notamment parlé de soutien et d'aide au développement des circuits courts. Je pense que c'est important. Il y a tout d'abord aussi une réduction de l'empreinte carbone
et bien sûr des prix corrects aux agriculteurs, puisqu'il n'y a pas d'intermédiaire. Donc ça, je pense que c'est une chose importante. Une chose aussi, c'est qu'on dit qu'il faut absolument aider et soutenir l'agriculture familiale et durable, exclusion des sociétés de gestion des aides européennes. Et là, j'ai trouvé dans la presse, dans un journal qui a bonne presse en province de Luxembourg, hier, cet article-ci. Et il m'a interpellé. Si vous me permettez 2 ou 3 minutes, peut-être un peu moins, voilà. Les sociétés de gestion dans le collimateur. Ces sociétés d'exploitation travaillent la terre pour le compte des propriétaires et sous le couvert d'un agriculteur fictif. Ils empochent des primes européennes en réalisant de plantureux bénéfices. En février 2020, le magazine Tchak avait mené une enquête sur ces sociétés agricoles. Le magazine avait notamment épinglé les 83 sociétés d'Étienne de Dolordo qui lui avaient permis d'aller chercher plus d'1 million d'euros d'aides européennes. Dans le paysage wallon, les sociétés de Dolordo ne sont pas uniques et c'est là que le ménage va être fait. On est contre le fait que des sociétés pompent des aides, des agriculteurs relèvent la FWA, même son de cloche à la FUGEA. Willy Borsu nous a promis de supprimer ces sociétés de gestion, assure Yves Van de Voort. Le but de rendre plus compliqué leur accès au statut d'agriculteur actif. Et on a beaucoup parlé de la façon de procéder, notamment en Flandre, qui est justement dans ce schéma-là. Alors, je voudrais aussi, et j'ai relevé, et tu en as parlé, la simplification des charges administratives. Là, je pense que nos agriculteurs sont submergés à ce niveau-là. Tu as également parlé d'une politique efficace pour lutter contre l'augmentation des terres agricoles et la préservation de celles-ci. Et j'en terminerai en disant que nos agriculteurs sont bien conscients du changement climatique, ça, j'en suis persuadé. Ils sont conscients également de la nécessité de réduire l'empreinte écologique, de préserver la biodiversité, mais pas d'un Green Deal imposé par l'Europe et qui était, somme toute, avec la présidente de la Commission européenne à la manœuvre. Donc voilà, en gros, encore merci pour cette motion qui vient bien à point et je ne doute pas que tous les groupes ici vont la soutenir unanimement. Merci Francis. Guirec. Oui, merci Jean-Marie. Moi, je voulais te remercier, Coralie, pour nous avoir invités à participer et pour avoir écouté les propositions qui étaient faites, d'ailleurs, un peu par tous les bancs. Nous nous réjouissons en tant qu'écolo de ce texte qui est proposé aujourd'hui parce qu'il définit d'une certaine manière une certaine vision de l'agriculture qui nous semble intéressante et qu'il affirme des ambitions sur lesquelles la province est en train de s'engager en tant qu'institution. Pour moi, c'est une ébauche de politique agricole que j'avais demandé déjà pour la province et je crois que c'est vers là qu'on doit aller pour avoir un cadre clair et de savoir ce qu'on peut réclamer au niveau supérieur quand c'est nécessaire. Et nous espérons aussi maintenant qu'un tel appel sera entendu et que des décisions seront prises pour améliorer toute la situation de notre agriculture et pour toutes les personnes qui travaillent dans le domaine agricole de la province. Merci beaucoup. Merci Guirec. Merci à vous. Michel. Oui, Monsieur le Président, évidemment, je salue la manière dont, pour une fois, on a travaillé et je salue l'initiative de Coralie qui a aussi accepté nos propositions et qui en a fait une motion qui est, je pense, équilibrée. Moi, je veux quand même saluer, parce qu'il ne faut quand même pas passer ça sous silence, la négociation qui a eu lieu entre la région wallonne et les représentants du monde agricole et qui a, je dirais, abouti à 19 mesures dont, très sincèrement, il ne faut pas sous-estimer la qualité, l'efficacité et le plus pour l'ensemble de nos agriculteurs. Donc voilà, c'était 2 choses que je voulais souligner, mais je vais aussi remercier l'ensemble de mon groupe qui a participé à cette réflexion et qui a apporté sa contribution. Et je souhaiterais que Jacques, qui est avec Dominique sans doute très impliqué dans ce domaine agricole, puisse lui aussi
faire part de l'une ou l'autre remarque ou avancée. Merci Michel. Jacques. Oui, ben je remercie également Coralie pour les circuits courts, la réunion des circuits courts il y a quelques jours, il y a quelques semaines, et pour la motion ici. Concernant la crise agricole, c'est vrai qu'il y avait les lourdeurs administratives, il y avait beaucoup de points que les agriculteurs, contre lesquels les agriculteurs manifestaient, mais il y a une chose surtout, et c'est l'essentiel, c'est leur rémunération. C'est la rémunération qui est insuffisante et injuste pour le travail qu'ils effectuaient. Alors on a vu notamment la qualité des interventions de nos ministres à l'agriculture, notamment pour les charges administratives qui vont être réduites. Et je les ai lues ce matin, je trouve que c'est bien, et ils en avaient besoin. Maintenant, concernant ici la motion, c'est bien d'avoir mis en évidence la fonction nourricière de l'agriculture. Et il y a concernant 1, 2, 3, 4, le 5e paragraphe, le 5e paragraphe où tu parles, attendu qu'il est essentiel pour la province de soutenir activement, je pensais qu'on aurait mis, et ce serait bien de l'ajouter, le soutien à la recherche, parce que Dieu sait si le soutien à la recherche est important, notamment mis en LCR, et je crois que ce n'est pas mis. Donc ça peut être mis après promotion, sensibilisation et soutien à la recherche. Je pense que ce serait bien. Oui, ce paragraphe-là consacre principalement les services qu'on rend nous-mêmes. Oui, la recherche, selon moi, est aussi dans... la province continuera à aider les agriculteurs à faire face aux défis actuels que sont... Et alors là, on avait le côté résilience, biodiversité, etc. Augmentation des coûts de production. Je trouve que ce serait bien que le mot recherche... Enfin, ça, c'est mon avis. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a... Quand Thérèse était à l'agriculture, j'avais proposé deux mesures, analyse de sol et les amendements calcaires. Lors de la réunion du comice à laquelle tu étais, où tu as très bien présenté les actions provinciales, il y a eu une conférence de délégué commercial de Wallagri, et il a commencé son exposé par deux choses importantes, c'est de dire... Est-ce que vous analysez vos sols? Et deuxièmement, il faut un amendement calcaire sur vos sols. Et il a terminé par les deux mêmes choses. Donc, je pense qu'il y a 10 ou 12 ans, je ne me trompais pas. Alors, oui, c'est comme je le dis, au niveau de la rémunération, on aurait peut-être pu mettre un article avec parce que je pense que c'est dans le programme du groupe, un observatoire des prix. Je pense que c'est en discussion et qu'on doit soutenir, on doit en tout cas soutenir le gouvernement wallon et fédéral à cette création d'un observatoire des prix qui permettra justement de décortiquer, d'établir de façon transparente la réalité des marges effectuées pour chaque maillon. Par exemple, ce que les agriculteurs ne comprennent pas, c'est qu'ils vont vendre leur kilo de carcasse à 6,30 € pour des femelles, 6,35 € pour des mâles, et que, bon, quand on voit au magasin ce que ça coûte, ben, il y a quelque chose qui ne va pas, bien sûr. Et à qui profite le crime? Ben, moi, j'ai ma réponse, en tout cas, quand on dit 1,28 € de bénéfices, que certains commerciaux disent 1,28 €, mais ça c'est du net, et ça c'est encore beaucoup, je trouve. Donc dans le paragraphe qui concerne les solutions pour permettre de retrouver les marges nécessaires, tu voudrais qu'on cite l'Observatoire des prix là? Parce que je sais qu'il existe, je sais qu'il est critiqué, je sais que sa réforme est sans doute sur la table à l'intérieur des discussions qu'ont les gouvernements à d'autres niveaux de pouvoir. Et donc le faire fonctionner dans un but de respect du producteur et du consommateur, c'est sans doute ça l'enjeu. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'on a dégagé ensemble des solutions qui permettent de retrouver les marges nécessaires. Si l'outil c'est l'Observatoire des prix, c'est bien. Si un autre outil est... C'est comme on veut, mais on peut l'ajouter là. Ok.
Et le soutien à la recherche, Alors au début, Ok. Promotion, sensibilisation et de soutien à la recherche sont C'était déployés sur le Michan territoire. et LCER. Oui, c'est ça, mais alors Ok. je vais les... ça va, on fait comme ça. Parfait, merci. Enfin, Merci. en tout cas, moi je suis d'accord, je regarde les autres groupes. Mais je m'emballe, mais dites-moi si vous êtes tous d'accord. Faites votre cuisine à deux, là. Oui, un petit peu. C'est pas discret, mais... Dominique. Évidemment, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, mais Coralie, par rapport à la remarque concernant la recherche, je trouve que c'est tout à fait pertinent de la part de Jacques. Et tu pourrais peut-être aussi ajouter les beaux projets qui ont été développés, Idelux et CER, au niveau de Novalis 1 et Novalis 2. Je pense que c'est vraiment de l'actualité. Et là, on est en plein dedans. Hein. Je vais formaliser ça, oui. On peut peut-être continuer et tu nous reviens après, Coralie? Oui, je vais proposer 2 phrases et si ça fait l'objet de... Ou tu les as déjà? Oui, c'est ça. Oui, parce que si c'est le paragraphe, alors 1, 2, 3, 4, 5 de la première page, attendu qu'il est essentiel pour la province de Luxembourg de soutenir activement et concrètement ses agriculteurs et producteurs locaux, que différents services provinciaux de conseil, d'accompagnement, alors là on avait cité la comptabilité, les aides à l'investissement, l'installation, alimentation, bâtiment, fertilisation, énergie, de promotion et de sensibilisation, cantine, Agripédia, concours, terroir luxe. Et alors là, ça va faire une phrase très très longue, hein, mais et de soutien à la recherche, entre parenthèses, Michan, CER, Novalis, 3 petits points, sont déployés sur le territoire au service du secteur agricole. Ok. Et donc, la deuxième remarque par rapport à l'Observatoire des prix, ça fait partie de la deuxième partie de la motion qui en compte 3. La province de Luxembourg appelle par ailleurs avec force les gouvernements fédéral et wallons à réunir le secteur de la distribution, les représentants des acteurs principaux du monde agroalimentaire et les représentants du monde agricole pour dégager ensemble des solutions qui permettent de retrouver les marges nécessaires pour assurer aux agriculteurs et aux agricultrices une juste rémunération pour leur travail essentiel, sans la faire porter aux consommateurs. Et c'est ici qu'on pourrait dire une réforme du fonctionnement de l'Observatoire des prix doit soutenir cet objectif. On laisse le deuxième paragraphe comme ça? Oui. Ou retrouver les marges nécessaires grâce à différents outils. Et alors là, derrière, on peut imaginer qu'il y a un outil comme l'Observatoire des prix qui évolue. On ne le cite pas. Moi, c'est comme on veut. On est d'accord sur la proposition. Je tiens encore à remercier toutes les personnes qui ont participé à la rédaction de cette motion, qui se veut, je suppose, identique pour tous les groupes politiques. Elle sera envoyée au nom du Conseil provincial aux différents gouvernements, ainsi qu'aux communes de notre territoire et aux associations agricoles, FOI, FUGEA, FJA, notamment. Votons quand même. Unanimité, je vous remercie. On passe au point subvention. Vous avez reçu, comme d'habitude, le rapport mensuel du Collège sur les liquidations par délégation, le rapport sur les subventions octroyées en urgence, et vous avez les autres subventions, en commençant par culture et sport. Une dizaine de subventions proposées. Y a-t-il des demandes de précision sur ces subventions? Une subvention économie, objectif métier. Vous avez reçu également dans votre FART le petit dépliant avec les différents rendez-vous. Agriculture,
une proposition, subvention de 1100 € pour la Fédération provinciale d'horticulture, sociale et santé, SP technique, prise en charge des factures de l'ASBL Luxul. Oui. Oui, je dirais que j'étais peut-être un peu J'étais vite. encore sur le social et santé. L'explication de l'apparente duplication du 99-35 et 99-31 sur les toilettes, parce qu'il y a le carnaval de Florenville qui est traité à part. Alors que le comité intercarnaval reçoit déjà de l'argent. C'est qui? C'est toi? Oui. Oui. Moi, je pensais qu'ils allaient le supprimer, qu'ils avaient fait l'erreur. Mais Oui, voilà, donc Vive leur vie. a été créé depuis maintenant quelques années un comité intercarnaval qui rassemble presque tous les comités carnaval de la province de Luxembourg, qui sont nombreux, comme on sait maintenant, puisqu'on est presque à 17, je crois. Et donc ici, voilà, il y a à un moment peut-être une discordance de point de vue entre un carnaval par rapport au reste, donc il n'est plus membre du comité intercarnaval, mais ce n'est pas pour ça évidemment qu'on ne l'aide pas par rapport à la politique que l'on développe par rapport au PMR. Et notamment, voilà, c'est pourquoi ce subside vient en dehors du subside global qui est dans celui de l'intercarnaval. Mais alors le comité intercarnaval avec 4 573 €, il couvre combien de carnaval? Comment? Je pense que c'est 17 si je ne me trompe pas. 17. Mais donc ça dépend de chaque demande, de chaque carnaval, évidemment. Je pense que donc c'est chaque fois des demandes différentes. Maintenant, je pense qu'on n'arrivera pas à 500 € au niveau de Florenville. C'est ce qu'il y a, c'est qu'on octroie une subvention. On avait fixé un minima de 500 €. Maintenant, ils justifieront ce qu'ils doivent justifier. Voilà. Donc il ne faut pas faire le calcul sur base d'une extrapolation du nombre de carnavals avec le coût de Florenville. Voilà. Suzette. Oui, merci. Moi, je voulais demander, donc il y a clôture de l'ASBL Luxul avec sa liquidation. Pourquoi c'était la province qui payait la clôture des activités, dont 1186,60 € au Forum? Pourquoi est-ce que c'est la province qui règle ça? Je vais peut-être faire un petit historique du dossier pour que tout le monde comprenne bien. Donc en fait, ici, c'est un projet qui vise vraiment à finaliser les modalités de clôture de la ASBL Luxul. Donc concrètement, c'est une ASBL qui n'a plus d'activité depuis fin 2019. Et donc le 24 février 2023, en fait, on avait proposé d'octroyer une subvention à la ASBL pour lui permettre d'assumer ses dernières créances, parce qu'elle n'avait plus les moyens. Et le conseil provincial, à l'époque, avait décidé de refuser cette proposition, mais de plutôt procéder à la liquidation de la ASBL, ensuite de demander à la province de prendre en charge ses factures et ensuite de poursuivre la procédure. Et donc il y a eu une assemblée générale de liquidation qui a eu lieu le 13 juin 2023. Donc là, il y a eu l'unanimité pour mettre la ASBL en liquidation et de procéder à sa dissolution. Le compte bancaire a été fermé quelques mois après et concrètement, donc on a utilisé une partie pour payer la facture du bureau comptable. Il reste encore des factures qui sont en souffrance et donc il est proposé avec l'accord du conseil provincial que la province prenne en charge donc le solde des factures. Et comme tu as pu le voir dans le dossier, c'est le remboursement de points PE, des factures en lien avec l'assurance, des frais de bureau de comptable et concrètement il y aura également des frais de publication de l'acte de dissolution et donc il est proposé également que le conseil mandate le collège de prendre en charge également ces frais de publication au moniteur. Tu vois ? Oui. Je vois quand même que c'est
ça dépend de l'université de Liège. Et Oui, c'est mais une antenne sur Arlon. Alors, c'était financé par la province, donc c'était créé en 2016 et donc ça a été subventionné par la province pendant au moins 3 ans, tu vois. Oui, merci. Michel. Oui, donc il semble logique de supporter le solde de la facture du bureau comptable, l'assurance responsabilité civile et comme on l'a demandé, la publication au moniteur. Mais moi, je suis un peu plus surpris pour le remboursement des points APE. Ça concernait quoi, cette histoire de points APE? Donc concrètement, il y avait une personne qui était engagée là-bas, qui avait des subsides, des points APE, et donc voilà, je n'ai pas le détail, mais quand tu lis le courrier donc du Forum, il y a eu des vérifications au niveau des liquidations, et donc Luxul est redevable envers le Forum d'un montant de 1 186 €. Donc c'est une rectification de la subvention qui a été calculée, et je pense que voilà, il y a eu une erreur au niveau du calcul à ce moment-là, et donc le Forum est revenu vers l'ASBL donc fin 2022. C'est pas. On réclame des points APE ou qu'on réclame un remboursement de points APE, c'est qu'il y a eu ou une mauvaise attribution sur la tête, ou il y a eu un problème de ressources humaines. Donc voilà, je suis un peu moins convaincu par ta réponse, mais voilà. Oui, alors il est parti. Oui, moi j'avais une remarque sur le PV qui m'avait surpris, le PV de l'Assemblée générale dans lequel tu étais, Marie-Ève, dans lequel il est dit que le Conseil provincial, en sa séance du 24 février 2023, a refusé la proposition d'octroyer une subvention à la SBL, etc., etc. Et alors j'ai été chercher dans le PV du 24 février et j'ai rien trouvé. J'essayais de voir quelle était la discussion qu'on avait eue, pourquoi on avait refusé, qu'est-ce qui s'était passé. Donc en fait, quand tu vois, enfin j'ai les interventions de chacun, mais en gros, on avait proposé ça et c'était Michel qui avait proposé que c'était plus logique de ne pas se précipiter, mais de plutôt procéder à la liquidation pour avoir vraiment un état des lieux de l'état des factures à payer, et puis de revenir seulement en conseil, et qu'ici on décide de prendre en charge directement le paiement des factures. Donc écoute, moi j'ai le PV ici, je ne sais pas pourquoi tu ne l'as pas trouvé. Ok, non, mais je cherchais une explication de ce genre-là, mais quand j'ai été chercher les PV, il n'y avait pas tout. Si tu veux, je te ferai parvenir les intervenants. Il n'y a pas de souci. Ben voilà. Merci. C'est que finalement, il y ait un montant qui soit versé, qui soit un espèce de blanc-seing. Hein. Donc on voulait arriver à une liquidation et avoir un chiffre qui soit le chiffre précis et qui met fin définitivement à toutes les opérations. Voilà. Et donc aujourd'hui c'est le cas, je répète ce que j'ai dit, je suis convaincu par tous les postes sauf celui de l'APE, mais je pense qu'on n'a pas beaucoup de choix de se retourner là-dedans et qu'il va bien falloir que l'on supporte ça. Merci Michel. Aussi parce qu'il est parti de manière anticipative, mais ça on peut creuser, je peux te faire parvenir les explications quand on les a. Non, c'est pas ce qu'on a dit. Alors, nous avons 3 propositions pour des événements incontournables. Guirec. Oui, un petit peu pour nous, sans surprise, on s'abstiendrait sur le point 52, donc la subvention à la SBL Royal Automobile Club de Spa. Oui, et tu veux des infos? Non. Ah. Non. Okay. Non, on s'abstient. J'annonce qu'on s'abstient et qu'on demande un vote séparé. Michel. Oui, Monsieur le Président, loin de moi de juger l'intervention de Guirec, mais je veux quand même souligner que cette activité dans la province du Luxembourg, en particulier à Bastogne et dans d'autres communes, est certainement une activité phare. Hein. Je ne sais pas si on mesure l'attraction
de cette activité dans nos régions. Ça a été dit, redit. Moi, je veux le redire ici avec force. Ok, ce n'est peut-être plus, comment le dire, en odeur de sainteté chez d'aucuns, mais moi, en ce qui me concerne, et c'est la position que j'ai toujours défendue dans ma commune, où j'ai parfois eu aussi maille à partir avec certains qui ne voulaient plus voir le sport automobile. Moi, j'ai toujours dit, chacun doit pouvoir se réaliser dans le sport de son choix. Et donc, moi, je trouve que vraiment, on doit continuer à soutenir cette opération parce que non seulement ça permet le sport librement choisi par tous, mais surtout, ce sont les retombées extrêmement importantes et qui multiplient notre modeste intervention par des coefficients que peu d'activités peuvent atteindre. Merci Michel. Donc je propose un vote séparé pour le 9952. Y a-t-il d'autres subventions que vous souhaitez, pour lesquelles vous souhaitez un vote particulier? Donc vote sur la proposition 9952. Fermeture des votes. 38, 2 abstentions et 2 non. Je vous remercie. Alors, vote sur l'ensemble des autres propositions de subvention. Vote. Il y a des distraits là. Fermeture des votes, 34 oui, merci. Et c'est ainsi que se termine la partie publique de ce Conseil provincial du jour. Merci aux internautes qui nous ont suivis, à la presse, aux agents. Je vous souhaite un bon week-end.